à tous, bonjour à Maya Mazouret, bonjour Maya. Bonjour Damien. Merci d'être venu dans ce podcast. Tu es le podcast, j'arrive pas à le dire. Tu es la première invitée, parce que d'habitude nous n'avons pas d'invité. Mais là vraiment, on arrive à un grand moment de ta carrière avec le nouveau livre que tu as écrit, dessiné, j'allais dire écrit, mais il n'y a pas beaucoup de texte, il y a surtout beaucoup de dessins. Il y a pas mal de textes en vrai. Il y en a quand même. Qu'il est manuscrit, donc on a l'impression que Oui, c'est un texte dessiné. C'est vrai. Et oui, alors effectivement, l'écriture manuscrite est-elle encore une écriture aujourd'hui, surtout quand elle s'intègre comme tu l'as fait dans tes dessins. On pourra en discuter, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un moment important, je trouve, parce que pour avoir évidemment suivi ta carrière, j'espère que nos auditeurs te connaissent, parce que je n'ai pas l'intention de te présenter. On n'a pas assez de temps pour que je passe un quart d'heure à te présenter. Non, pas du tout, Maya. C'est pas là-dessus que je t'attends. Par contre, j'ai vraiment l'impression que tu arrives à un moment où, moi qui t'ai connu comme journaliste, qui t'ai découvert comme artiste, je ne sais pas si tu vas rester journaliste, mais en tout cas, je trouve que tu bascules vraiment du côté non pas obscur, mais clair de l'art, parce que là, vraiment, on a une œuvre d'art. Voilà, on a un livre qui est une œuvre d'art. Alors, je connais Maya, c'est pas pour ça que je suis indulgent, c'est vraiment parce que j'étais fasciné par ce livre. Il est merveilleux. Vous verrez quelques images si vous regardez ça sur la version réseaux sociaux. Il est merveilleux parce que tu nous as emmenés à l'intérieur de ton imaginaire érotique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Maison Close, Maison Close est un livre qui nous emmène dans ton imaginaire érotique. Mais ma première question, Maya, c'est de savoir quelle était ton intention à toi en faisant ce livre. Mon intention, c'était de réenchanter la sexualité à travers le prisme du désir. Parce qu'il me semblait que là, il y avait un espèce de nœud, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à parler du plaisir des femmes, et c'était chouette, il fallait en parler, il fallait remettre au jour le clitoris, par exemple. Et puis, j'ai eu l'impression à un moment que de sextoy en conseils sexo, on était un peu arrivé à des solutions, finalement, côté plaisir. Mais par contre, la question d'avoir envie de faire l'amour, là, on bute vraiment dessus. Et j'ai commencé à voir arriver sur ma table de journaliste pas mal de bouquins qui étaient très, très, très négatifs sur la question. Il y en a encore qui sont sortis là récemment. Je pense à Corvée de sexe de Maëlys Castet. Bien sûr, il y a eu La chair est triste hélas d'Ovidie, et tous ces bouquins, ils sont super. Je commence par dire ça, parce que je suis pas là pour casser du sucre sur les autres. Il y a un souci sur le désir, il y a un souci sur le désir des femmes qui est identifié depuis longtemps. Et ça faisait longtemps que je me demandais comment est-ce je pourrais faire un sextoy, mais pour le cerveau. Et je suis arrivée à cette solution de Maison Close, pour récupérer un peu de désir et pour récupérer un peu de fantasme. Parce que je trouve qu'on est complètement déconnecté de nos fantasmes aujourd'hui, parce que c'est compliqué d'entendre sa voix intérieure quand la culture érotique hurle autour de nous. On a beaucoup de fantasmes autour de nous, très présents tout le temps. En fait, ils nous sont offerts sur un plateau d'argent. Il suffit d'aller sur un site porno, il suffit de regarder un film, et même il suffit de regarder les enquêtes qui sont faites sur le fantasme, pour que juste le mot fantasme, il vienne générer dans notre esprit des images qui sont aussi stéréotypées. Et j'ai l'impression que ce qu'on a dans la tête, c'est beaucoup plus intime que ça, beaucoup plus vécu, des fois beaucoup plus doux aussi. Et que la logique des fantasmes qu'on consomme, elle ne correspond pas à la logique des fantasmes qui seraient vraiment les nôtres. Par exemple, si je vais sur un site porno, super, je me connecte, je mets un hashtag, donc je ne suis pas complètement responsable de ce que je regarde, parce que finalement, c'est pas moi qui ai tourné, pas moi qui ai choisi les acteurs, c'est pas moi qui ai choisi les décors. Et ensuite, il y a ce fantasme à vocation masturbatoire, et on reste 10 minutes, 28 secondes en moyenne sur Pornhub, et puis ensuite on passe à autre chose. Alors que quand c'est nos fantasmes, on les retravaille par itération, et ça je trouve ça assez fascinant. C'est-à-dire qu'on repense aux mêmes choses, et on change un petit détail, et on se refait le film. Et je trouve ça très joli et très poétique, la manière dont notre cerveau fonctionne. Et j'avais envie de faire un livre qui permet de retrouver le fil de ces fantasmes. Et parce que ça n'a jamais été fait à ma connaissance, je voulais montrer comment est-ce que ma méthode pour retrouver ces fantasmes fonctionnait sur un humain type qui est moi. Oui, parce que on te connaît, on sait que tu n'hésites pas à donner ton avis, ton opinion sur les différents sujets, les différentes thématiques. Mais d'habitude, je ne parle pas de moi. Exactement. D'habitude, tu ne parles pas de toi, même si effectivement, à travers ce qu'on dit, on se dévoile. Mais là, vraiment, c'est pas Maison Close, c'est Maison Ouverte. Là, tu as ouvert complètement. Tu t'es mouillé. Là aussi, on sait que tu t'engages, mais là, franchement, tu as osé faire ça. Oui, le mot est bien choisi. Et tu nous as finalement emmené dans quelque chose qui est
on ne peut plus intime, qu'à la limite, tout le monde on rêverait que tout le monde soit capable de faire ce que tu as fait pour partager, alors Mais pas justement, je avec l'ai la fait France parce entière qu'il peut-être, y ou a le plein de monde. gens qui disent que c'est pas possible. Et, et moi, tu sais, je suis un peu l'esprit de contradiction, donc Ouais. si on me dit qu'un truc n'est pas possible, évidemment, j'ai hyper envie de le faire, c'est sûr. Mais il y a des choses qu'on entend quand même sur le fait que les femmes savent pas ce qu'elles veulent, que finalement les femmes elles ont pas tant de désir que ça, et fin de la conversation. Et puis Ovidie, elle disait que à cause de la pornographie et du patriarcat, même avec un flingue sur la tempe, elle serait plus capable aujourd'hui d'inventer une relation désirable avec un mec. Et j'étais choquée en lisant ça parce que plein de mes copines sont dans le même cas. Donc une fois encore, je dis pas que c'est pas un constat intéressant. Mais moi, il m'a semblé que imaginer un rapport sexuel désirable, c'est possible. C'est complètement jouable et je m'y suis attelée. Et j'ai trouvé plein de solutions qui ensuite correspondent, moi, à ma personnalité, à mes valeurs. Et pourquoi tu as choisi d'appeler ça maison close? Parce que je passe par une métaphore qui est celle du service sexuel. Pour savoir ce qu'on veut sexuellement, parce que quand on dit aux femmes, notamment aux femmes, « Hey, tu veux quoi ?» Parce qu'il y a un petit peu l'a priori que les femmes savent pas ce qu'elles veulent une fois encore. Eh ben, c'est trop large en fait, c'est trop théorique comme question. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être plus facile de poser une question un peu différente qui est qu'est-ce que tu demanderais à quelqu'un que tu payes pour du sexe ? Parce que l'argent, tout le monde comprend, et parce que là, il n'est plus question du partenaire dont on est peut-être amoureuse, qu'on déteste. Il n'est plus question de réciprocité, on peut se permettre d'être égoïste. Donc la question, c'est pas celle du travail du sexe. C'est juste un exercice de pensée. Ok, pour quelle sexualité je serais prête à payer ? Et une fois qu'on a une vague idée de ce qu'on demanderait comme pratique à une personne, et bah dans ce cas-là, à quoi ressemblerait notre maison close ? Et dans ce cas-là, on peut multiplier les protagonistes, multiplier les décors, les pratiques, les instruments. Et j'ai appliqué la stratégie à moi-même pour voir à quoi ressemblerait ma maison close. Et l'idée, c'est un peu de se construire un palais mental pour ranger nos fantasmes. Parce que, alors si comme moi en plus on est un peu visuel, bah, ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un après, et que cette personne nous demande « Hey, qu'est-ce que t'aimes dans la sexualité ?» Et bah là, d'un seul coup, au lieu de patauger un peu dans la semoule, on sait, on voit. Et on dit « Ah, lui, j'ai envie de l'emmener à tel endroit. » Alors avec cette nuance quand même, je rappelle que les fantasmes, c'est ce qu'on a dans l'imaginaire, ça n'est pas la réalité. Un petit clin d'œil au psychanalyste qui avait beaucoup fantasmé sur le fantasme de viol féminin, évidemment, ça n'a rien à voir avec la réalité. J'ai beaucoup à dire sur la question. Ouais. Je sais, mais on n'a pas 5 heures pour aborder la question des psychanalystes et la sexualité. En tout cas, c'est vrai que le fantasme, et c'est ton imaginaire, c'est les choses qui te plaisent, qui t'excitent, qui t'emportent, qui t'emmènent, qui te font rêver, mais ça ne veut pas dire qu'on veut les réaliser. Donc comment tu jongles finalement entre je dévoile mes fantasmes, alors là je donne un peu un guide pour les gens, est-ce que dévoiler ses fantasmes à son ou sa partenaire ou ses partenaires, ça veut dire on veut les réaliser ou est-ce que c'est plus subtil que ça ? Alors c'est plus subtil que ça, forcément. Moi personnellement, j'ai envie de réaliser tous mes fantasmes parce que je suis ce genre de personne qui a tendance à dire un peu oui à tout et à apprécier les fiascos. Donc ça, lisez son livre. C'est moi. Mais ensuite, il y a des fantasmes qui sont dans le livre qui ne sont pas réalisables. Notamment ce Minotaure qui se trimballe au milieu des pages du livre. Oui. Mais voilà, qui sait, avec la génétique, peut-être arrivera-t-on à créer des Minotaures, je ne sais pas. Mais non, les fantasmes, c'est pas une liste de courses, évidemment. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a un peu des avis contraires sur la question. Il y a les gens qui disent c'est un fantasme, donc il faut absolument pas le réaliser. Ce que je trouve aussi ridicule que de dire, je sais pas, t'adores le tourneau de Rossini, il faut surtout jamais en manger. Oui, ça perdra son potentiel. Ça perdra son potentiel. Et j'ai l'impression que justement, quand les fantasmes sont vraiment les nôtres, on peut les refaire et ils perdent pas de leur potentiel parce que c'est les nôtres. Oui, et on peut les adapter. Et voilà. Et à contrario, il y a des gens qui disent qu'il faut forcément réaliser ses fantasmes. Et dans ce cas-là, effectivement, on rentre dans des logiques d'obligation qui sont un peu désastreuses. Pour ceux qui voudraient creuser cette question, je vous invite d'ailleurs à lire Sortir du trou, lever la tête, le livre précédent, à moins qu'il y en ait eu un entre deux. Et il y a eu plein de nouvelles de préface, de postface, mais en termes de livres, c'était Sortir du trou. Ouais. Qui était aussi une somme très intéressante avec Sortir du trou sur le constat, effectivement, que rejoignait Ovidie ou d'autres sur la pauvreté actuelle, pour beaucoup en tout cas, de leurs exigences ou leurs ambitions sexuelles. Et puis Lever la tête, qui était un programme, en tout cas, qui était beaucoup de pistes à explorer pour ceux qui veulent creuser ça. Oui, et puis beaucoup de pistes vanille, parce que le mot fantasme, aujourd'hui, ok, on se dit, oh là là, j'ai envie de
je sais pas, de trouver des nouveaux fantasmes, on va au sex shop, au love store à côté de chez nous. Et en fait, il y a l'idée qu'on va pimenter sa vie sexuelle. Et rien que le mot piment, il induit que ça va piquer. Oui. Et pour moi, dans Maison Close, et aussi parce qu'il se trouve que c'est la sexualité que moi, je trouve désirable, j'ai voulu développer la zone vanille. Alors nous, dans nos univers, vanille, alors c'est un parfum de glace, certes, mais c'est aussi Que tout le monde aime. plaisirs, voilà, que tout le monde aime. Les plaisirs qui ne reposent sur aucune énergie qu'on considérait comme négative en dehors de la sexualité. C'est-à-dire que moi, dans ma vie de tous les jours, quand je prends le métro, j'ai envie de ne pas avoir peur, pas avoir mal, pas me sentir humiliée, pas me sentir contrainte. Et en sexualité, c'est des émotions qui vont être utilisées de manière d'ailleurs hyper intéressante et créatrice et fructueuse dans la sexualité. Voilà, moi je suis une petite nature, les trucs que j'ai pas envie de faire dans le métro, je veux pas les faire non plus dans ma sexualité. Et en fait, souvent, les gens me disent, mais dans ce cas-là, si on enlève tout ça, si on enlève le BDSM, il va rien rester à faire. Et ça me rend folle. Oui. Parce qu'il y a 1 milliard de trucs à faire, donc dans ma maison close, il n'y a aucun fantasme qui repose sur une quelconque forme de violence. Et j'en suis très contente, parce que le livre, il fait 160 pages. Et donc, il y a un ou plusieurs fantasmes par page. Et je voulais montrer qu'il est capable de faire, c'est pas un Kama Sutra, mais de faire du volume avec une sexualité hyper variée où on n'a jamais mal, ni psychologiquement, ni physiquement. Ce qui devrait être la règle, effectivement, de toute sexualité. Ce qui devrait être au moins le point de départ. Oui. C'est-à-dire que quand on dit aux gens, vous voulez étendre votre répertoire sexuel, allez faire du BDSM. Le BDSM, c'est très bien. On sait que c'est bon pour la santé mentale. Il y a des personnes qui vont réussir à soigner les traumatismes. Bien sûr, ce n'est pas un signe de psychopathologie de pratiquer le BDSM quand c'est consensuel et consentant. Tout à fait, et ça peut être aussi un super bac à sable pour essayer plein de trucs. Mais je pense qu'on ne peut pas commencer par ça. Alors oui, il y a quand même une ambiguïté là-dedans. C'est que je dirais que tu es capable, toi, de laisser ton imaginaire érotique s'emballer. Tu lâches la bride, tu le laisses partir. Ça n'est pas facile pour tout le monde, effectivement, de laisser son imaginaire érotique s'emballer. Mais je peux leur donner des conseils à ce sujet. C'est hyper compliqué de s'entendre quand il y a trop de bruit autour, comme je disais tout à l'heure. Donc, à mon avis, si on veut refantasmer, c'est important de faire un break de porno, de dark romance, d'arrêter de se laisser influencer, parce qu'effectivement, les fantasmes, c'est de la culture, et la culture, ça se propage. À mon avis, faire une petite pause, ça permet de s'écouter, et à mon avis aussi, il faut s'ennuyer. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que tout le monde, et notamment les femmes, on est très coupé de nos corps, parce qu'on est toujours sur nos smartphones, qu'on est toujours sollicité. Donc, 3 semaines sans porno et sans littérature érotique, plus une demi-heure de temps en temps à ne rien faire du tout, c'est-à-dire pas écouter un podcast, pas écouter ce podcast. Après, vous le ferez après. Non mais voilà, pas feuilleter un livre, rien faire du tout. Et en fait, quand on arrête de se remplir la tête de plein de choses différentes, on s'aperçoit que ce qui reste dans ce cas-là à ressentir, c'est le corps. Et le corps, il vient nous donner plein d'informations sur le désir, sur les fantasmes, sur comment est-ce qu'on aimerait être touché. Mais toi qui es artiste, tu sais aussi très bien qu'une page blanche, ça n'est pas facile à remplir quand on n'a pas la gymnastique, l'habitude, choisi le moment. Mais ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait la maison close. C'est-à-dire qu'il y a un ping-pong. Pour les personnes qui n'ont pas une imagination débordante, parce qu'en fait, l'imagination, c'est pas un don. C'est des choses qu'on crée avec un espèce de lexique imaginaire. On dit souvent les enfants ont l'imagination, les enfants n'ont aucune imagination avant qu'on leur parle de dragons, de fées et d'épées magiques. Donc l'imagination érotique, elle se base sur une somme culturelle commune, et malheureusement, quand on commence à essayer d'imaginer des fantasmes, s'ils ne viennent pas à nous quand on se masturbe ou quand on a des rêves érotiques, et ben souvent on se dit ah bah tiens, allons voir sur un site dédié à l'érotisme ou sur un site porno quels sont les fantasmes, et on va voir si j'aime ou pas. Une fois encore, le point de départ est un peu dommage, et en faisant maison close, j'espère donner un autre point de départ aux personnes qui veulent se construire des fantasmes, parce que y a des pages où les gens vont se dire Maya Bazorette, elle est nulle et tout, et très bien, parce que savoir ce qu'on veut pas en termes de fantasmes, c'est déjà une indication sur ce qu'on veut. J'imagine que, j'espère qu'il y a quelques fantasmes qui intéresseront les gens. Et la meilleure solution pour moi, ce serait que les gens disent « Ah tiens, c'est marrant parce que ça, je trouve ça un peu excitant, mais je l'aurais fait différemment. » Et quand on dit « ça, je l'aurais fait différemment », eh ben, on commence
à faire sa propre petite sauce magique. Oui, alors il y a un autre aspect que je voudrais aborder, effectivement, on balaye un petit peu tout, c'est le corps masculin, parce que là aussi, Mon tu parles, obsession. oui, tu parles beaucoup, tu parles que de ça. C'est vrai que le corps masculin érotisé, ou la façon dont on l'érotise ou on ne l'érotise pas, dont les hommes ont conscience ou pas du potentiel érotique, surestiment probablement aussi pour certains le potentiel érotique de sortir de la jungle. Non, il y a quand même beaucoup de nuances qui sont possibles, et le travail qui a été fait, je dis travail parce que ça paraît parfois un véritable travail, pour érotiser le corps féminin n'a pas complètement été fait pour le corps masculin. Tu viens d'apporter une pierre cruciale dans cette démarche d'ailleurs. Pas complètement, je trouve que tu es encore généreux sur la question. C'est vraiment très, 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 très compliqué encore d'érotiser le corps masculin. Alors ensuite, il y a toute une esthétique gay qui s'est développée depuis d'ailleurs des siècles, qui est celle dont disposent essentiellement les femmes aujourd'hui. C'est étrange de construire des fantasmes sur des corps en passant par un imaginaire homosexuel alors qu'on est hétérosexuel, dans mon cas. On voit que les femmes, y compris les artistes, ont vachement intériorisé l'idée que c'était le corps féminin qui était beau, le corps féminin qui était intéressant. Et c'est très étrange parce qu'on a des femmes qui, à la fois, désirent coucher avec des hommes, quand c'est des artistes hétérosexuels, et qui, en même temps, quand on leur demande de faire un truc érotique, vont continuer de faire des autoportraits ou des portraits de femmes. Et j'en ai discuté avec pas mal de femmes artistes sur les autocensures, les biais inconscients qui tournent autour de ça, et on est sur un impensé. Et c'est intéressant de penser les impensés. Donc là, j'invite toutes les personnes qui sont artistes à aller dans cet angle mort-là de notre culture, qui est d'aller érotiser un corps masculin, qui est évidemment hautement érotisable. Mais c'est très étrange, ce refus d'y aller. Et même, politiquement, il y a tout un féminisme qui, à travers le mouvement body positif et tout, a finalement encouragé les femmes artistes à faire ça. Parce que se réapproprier son corps, c'était se dessiner, se peindre, se photographier, avec ses vergetures, avec ses bourrelets, avec ses cheveux blancs. C'est chouette, mais ça reproduit un regard féminin complètement autocentré, complètement narcissique, complètement nombriliste. Et en fait, quand on passe trop de temps à se regarder soi-même, on ne regarde pas les autres. Et ça, c'est pas terrible pour le désir. Moi, je suis très surprise de voir à quel point on encourage toujours les femmes à continuer à passer des heures devant le miroir. Moi, j'ai un miroir chez moi, il est tout pété, à cause de mes chats qui l'ont balancé partout. Non, mais il faut qu'on arrête de se regarder, quoi. Oui, alors c'est effectivement, quand on a une bonne estime de soi, on va dire, c'est un petit peu plus facile d'assumer... Effectivement, j'ai un égo dément, quoi. Oui, c'est pas faux. Alors, oui et non, parce que c'est vrai que je pense que, j'espère en tout cas que tu as une bonne estime de toi, Maya. Non, mais me désirer, c'est pas mon job, en fait. Mais exactement, voilà, là la question est posée aux hommes. Que doivent-ils faire pour être désirables? Alors, on va pas leur donner le mode d'emploi. Jour, je vais faire un mode d'emploi. En vrai, tu sais, faut passer par là. Souvent, les hommes, la plupart des hommes sont féministes, même s'ils le reconnaissent pas forcément. De plus en plus, en tout cas, on va le dire. Ouais, mais même dans les stats, on y va. Hein. Non, mais moi, je parlais au lit, parce que les hommes sont féministes de façon globale, mais dans la façon dont l'acte sexuel, la sexualité, la séduction se déroule, il y a une différence entre la fin et les moyens. En fait, je pense que les hommes veulent donner du plaisir. Et en fait, quand on leur pose la question de savoir ce qu'ils veulent au lit, leur plus grand souhait, c'est que la femme prenne du plaisir, enfin dans un cadre hétéro une fois encore, et même peut-être la faire jouir. Ensuite, la manière dont ils s'y prennent est parfois pas du tout en accord avec ce but-là, mais j'ai l'impression que... en vrai, c'est rare de tomber sur des mecs qui sont complètement égoïstes au lit, parce que même le pire des machos, en vrai... Comme sa validation narcissique va consister à faire jouer une femme, il va quand même essayer de la faire jouer. Oui, c'est bon de rappeler que les hommes sont, la plupart aussi, on ne va pas généraliser, sont de bonne volonté. Et en fait, si les deux y mettent du leur, d'ailleurs tu parles de coproduction du désir, non pas seulement du plaisir, mais même du désir, ça montre bien que c'est quelque chose qui peut être amusant, intéressant, passionnant à faire ensemble, que l'on soit ensemble depuis une semaine, un an, 10 ans, ou 30 ou 50 ans. Mais je pense qu'il faut assumer, quand on est en position de le faire, ce qui est mon cas, d'un moment donner des conseils, parce que c'est vrai que des fois on se fatigue et il faut faire de la pédagogie, il faut réexpliquer tout le temps pourquoi est-ce que le féminisme il est souhaitable pour tout le monde, et quand les hommes sont en demande de conseils et de règles, ils entendent très souvent la réponse de va t'éduquer, démerde-toi, on en fait déjà assez. Et je comprends tout à fait ce réflexe, mais les mecs hétéros et l'érotisation de leur propre corps, en fait, ils ont des siècles de retard sur les femmes à qui on a demandé de faire ça. Il n'y a pas de transmission, ou peu de père en fils,
de pote en pote de comment se rendre désirable pour un regard féminin. Et personne ne peut faire ce taf à notre place. Donc, en fait, moi, je pense qu'un jour, si, je vais faire un guide d'érotisation du corps masculin à destination des hommes. Alors, effectivement, ce sera un peu genre Maya Mazorette t'explique la vie. Mais en l'absence d'alternative, je peux pas demander aux hommes d'inventer une culture qu'ils n'ont pas de zéro. Oui, puis à partir du moment où il y a de la bienveillance, ça demande quand même aux hommes d'aller dans une zone d'inconfort, zone complètement inhabituelle, où ils vont se sentir évidemment vulnérables, où ils doivent accepter le jugement de l'autre, le regard de l'autre. Ça, c'est pas facile, parce que être séduisant, être attirant, ça veut dire être évalué. Tout à fait, ils seront évalués. En fait, demander aux femmes de ne pas juger, ce qui est souvent un truc qu'on leur demande, c'est vraiment dire, vous avez qu'à mettre votre cerveau sur off. Ça, c'est pas une demande raisonnable. On peut pas demander aux gens de pas juger. C'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne. Et c'est pas grave que ce soit pas facile. En fait, si on veut vivre une vie ample, il faut pas qu'on vive que des trucs faciles. En fait, quand les hommes restent dans leur zone de confort, à la fin, sur leur lit de mort, ils auront raté des trucs. Et en fait, ne pas vouloir s'approprier des cultures féminines comme celle des outils de production du désir. Donc là, je parle vraiment beauté, hygiène, mode, les trucs de gonzesse. Déjà, si on les appelle outils de production du désir, c'est plus sérieux, c'est plus masculin. Donc je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher. Et moi, en tant que femme, depuis que je suis née, j'ai reçu une culture traditionnellement féminine, comme la broderie dont on parlait tout à l'heure. Et je sais ce que c'est qu'un hors-jeu en foot. C'est un peu caricatural, mais moi, je parle les deux langues. Je parle la langue des hommes et la langue des femmes. Et je suis contente de ça. Ça demande effectivement un peu plus de travail. C'est pas toujours facile. Mais au moins, j'ai une vie complète. Et si les hommes s'emparaient des outils de production du désir, ils rendraient leur vie un petit peu plus complète. Et c'est louable. Et c'est une belle vie. Et c'est pas facile, mais c'est une belle vie. Nous, on le rappelle souvent en thérapie ACT, on dit attention, ce qu'on appelle la zone de confort, c'est peut-être mal nommé. C'est souvent plutôt une zone de paresse, voire médiocrité. Une zone de stagnation, exactement. Et la vie n'est pas simplement dans sa petite chaumière, même si on peut aimer ça, évidemment, la vie peut aussi être intéressante ailleurs. Tout à fait. Et puis c'est vrai que dans la culture masculine où on a tendance à valoriser l'aventure tout en nous donnant pas forcément les moyens de vivre des aventures, alors là, il y a une aventure à vivre. Je mets ça entre les oreilles des personnes qui nous écoutent. Voilà, ça fera d'autres podcasts. Je voudrais revenir à l'art parce qu'effectivement, encore une fois, c'est un livre d'art que tu as fait. Là aussi, il y a une question qui me titille, c'est est-ce que tu t'es pas senti à l'étroit, même si je ne doute pas que ton éditeur t'a laissé une grande liberté, parce que je sais que tu aimes utiliser un petit peu tout ce qui est possible pour faire de l'art. Tout à fait. Et là, finalement, tu es obligé de te limiter. Ne le prenez pas mal si vous êtes dessinateur, au dessin en 2 dimensions, plat, voilà. Tu sais, tout ça est un début finalement. Si le projet fonctionne, déjà il y a une expo dans une galerie, donc on peut voir les choses physiquement. Je pense qu'on peut complètement faire passer les choses du côté du costume, de la performance. Et là, je travaille aussi, alors c'est sorti maintenant, il y a la version tarot de Maison Close, qui me permet d'organiser des soirées, des événements où on construit des maisons closes collectives. Moi, la gamification, donc le passage par le jeu, ça m'intéresse énormément parce que ça casse le côté vertical de ce que toi et moi on fait dans la vie, c'est-à-dire nous on est les sexperts et on vient vous donner la science, que voilà, les gens sont d'accord ou pas, peu importe, mais il y a quand même un truc un peu prof-élève qui me dérange parce que les gens sont quand même experts de leur sexualité ou au moins de leur fantasme à eux. Et qu'on n'aime pas trop. On ne cherche pas la position d'expert ou de sachant. On veut plutôt diffuser, partager, mais pas imposer. Oui. Et libre aux gens de ne pas être d'accord. En sexualité, il y a eu beaucoup de choses que nous, on a entendues, par exemple, quand on était jeunes, qui sont révélées fausses. Et nos intuitions, parfois, étaient les bonnes contre les intuitions de la science. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir complotiste et nier le caractère scientifique des choses. Mais il faut valider les choses. Mais j'ai entendu les remettre en cause. J'ai appris des choses quand j'étais ado qui sont révélées complètement fausses. À commencer par le vagin est un trou, quoi. Enfin, oui, aussi. non, mais c'est vrai. Hein. Bien sûr, la visualisation qu'on peut avoir est caricaturale par manque d'éducation. Là aussi, c'est un vaste débat, l'éducation sexuelle, l'éducation à la sexualité, qui devrait. Est-ce que ça doit être éducation? Est-ce que ça doit être apprentissage? Est-ce que ça doit être découverte, exploration? J'aime bien explorer. Souvent, tu utilises ce mot, toi, explorer. Oui, j'ai exploré et puis cartographier des travaux de pionniers. Il reste tellement de trucs à découvrir dans la sexualité. Ça, c'est assez génial d'être dans un champ qui reste plein de... Voilà, où il y a encore plein de zones d'ombre. Et puis, tu sais, il y a la théorie du low-hanging fruit. C'est facile de faire des innovations dans le domaine de la sexualité parce qu'il y a tellement peu de choses qui ont été découvertes qu'il suffit de tendre le bras pour attraper les fruits juteux. Mais attends, je voulais finir sur l'art. Oui, sur l'art et le fait est-ce que tu n'étais pas frustré d'avoir finalement... Non, et en fait, là, tu vois, j'invente d'autres formes.
Et la gamification permet de remettre les personnes en situation de joueurs, de joueuses, ce qu'on aime faire en tant que primate, jouer. Oui. Et de leur permettre de se projeter dans plein de situations différentes. Donc là, je suis en train de beaucoup explorer ça, le jeu. Et puis, non, j'imagine qu'à des moments, je ferai des films. Et il n'y a pas de limite, en tout cas, aux manières dont moi, j'ai envie de m'emparer du sujet. Et peut-être que là, en découvrant aussi les fantasmes des autres, parce qu'à travers Maison Close, les gens viennent me raconter un peu leurs fantasmes. Et à travers les expériences Maison Close, je vais un peu picorer dans l'imaginaire des gens. En fait, on s'aperçoit que par rapport aux normes hyper stéréotypées qu'on a de fantasmes, ce que les gens me disent est très différent. Donc on a comme une espèce de désadéquation bizarre entre ce qu'on appelle un fantasme et ce que les gens fantasment vraiment, qui est plus intéressant, beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que les gens te demandent quand ils te demandent une dédicace pour ton livre ? Alors moi, je leur demande ce qu'est leur couleur préférée. Ça, je sais, parce que j'y suis allé. Effectivement, j'étais surpris par la question. Je me suis dit, tiens, on parle de sexe et elle parle de couleur. Ouais, mais je pense que ça les emmène tout de suite dans un imaginaire. En fait, souvent, mes portes d'entrée pour la Maison Close des gens, ça va être la couleur ou l'époque. Donc j'ai beaucoup de rose et de violet. Voilà, y compris de la part des mecs, j'étais un peu surprise. C'était des couleurs que j'avais pas mises dans ma petite trousse. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le rose. Et ensuite, je leur demande ce qu'ils veulent. Et j'ai eu, parmi les choses qui m'ont plu, un couple qui m'a demandé un dessin sur la thématique du chaud et du froid. Donc j'ai mis je leur ai dessiné un mec avec un pénis en flamme qu'il trempe dans la banquise. J'ai eu des gens qui voulaient des personnes avec des tatouages de serpents. J'imagine que c'est un peu la Kundalini et des choses comme ça. Non, mais j'ai aussi des gens qui me disent je voudrais une nana avec des gros seins et un corset en cuir. Et ça me fait penser que tu ne dessines pas que des sexes en érection. Non, pas du tout. Et j'ai pas de passion pour le sexe en érection particulièrement. Enfin, je trouve ça très bien, mais la version petit animal chaud au repos me convient aussi. Je crois que c'est Sartre qui dit ça dans un de ses bouquins. Je crois que c'est dans La nausée. Il y a une très belle description d'un sexe masculin au repos. Parce que c'est vrai que le corps féminin, alors on va pas reparler des courbes, encore qu'on peut en reparler, mais je sais que c'est un problème aussi, les courbes et les lignes droites. Qu'est-ce qui est le plus sensuel et le plus érotique entre les courbes et les lignes droites ? Il n'y a pas de ligne droite sur un corps masculin. Exactement, en fait, il y a beaucoup de courbes sur un corps masculin. Alors justement, dans la représentation de l'art, on a quand même beaucoup de corps masculins, très beaux, très musclés, dans les stéréotypes du corps musclé, mais il y a aussi des corps très beaux qui ne sont pas spécialement musclés. Plus androgynes. Voilà, exactement, les artistes se sont épanchés, mais c'est vrai qu'il y a toujours une limite très nette quand il y a érection. Là, on est vraiment sur un domaine du corps masculin qui est sexualisé très fortement, et quand il n'y a pas d'érection, quand le pénis est tout mou, eh bien, évidemment, on n'est plus dans le même registre. Pour la femme, il n'y a pas cette nuance. Comment tu gères ça ? Pendant un moment, effectivement, la différence entre érotisme et pornographie, c'était sexe masculin en érection ou pas en érection. Moi, j'aurais tendance à avoir une définition un petit peu différente. Je trouve que l'érotisme est plus dangereux que la pornographie parce que l'érotisme, comme il y a une pièce manquante dans le puzzle, c'est toi qui la rajoutes avec ton imaginaire. Et en fait, en tant que consommateur, consommatrice d'art, tu te retrouves en responsabilité. Et en fait, l'érotisme te tend un miroir puisque c'est toi qui vas compléter. Alors que la pornographie te donne tout de suite. Et finalement, la pornographie fait de toi un peu un enfant. Alors, je sais que c'est un peu paradoxal d'associer enfance et pornographie, mais en fait, quand tout est donné et quand le besoin de voir prend le dessus, alors que nous, on est des adultes, des sexes, on en a déjà vu, des rapports sexuels, on en a déjà vu, cette focalisation sur le fait de tout voir en détail me semble extraordinairement immature. C'était pas du tout ta question. Si, c'était un peu ma question parce que c'était un peu ma question parce qu'effectivement, on veut montrer. Voilà, on montre le sexe, on montre je reviens à sortir du trou, on montre la pénétration en gros plan. On aime être sur le moment, et même les Japonais vont plus loin puisque maintenant ils vont à l'intérieur. Il y a une très belle exposition à Araki d'ailleurs, et il y a des conférences samedi. Qui vient de sortir, voilà, exactement. Je vous invite, si vous êtes à Paris, à y aller. Mais on va beaucoup plus, alors qui est beaucoup lié sur les liens, le shibari, etc. Mais il y a aussi beaucoup maintenant l'idée dans les mangas japonais d'aller à l'intérieur du corps. Quand on a des représentations d'actes sexuels, on voit les ovaires, l'utérus, voilà, il y a une transparence qui est vraiment cette obsession d'aller au plus profond. On ne sait pas jusqu'où on peut aller, mais on va aller au niveau cellulaire probablement après pour montrer la sexualité, parce qu'il y a cette idée qu'il faut montrer, qu'il faut voir. Et effectivement, le sexe en érection est la représentation souvent faite du désir masculin. Mais toi, tu montres des hommes désirants qui ne sont pas en érection dans Maison Close. Non, parce que j'ai pas besoin de ça. Je trouve que le corps masculin se suffit. Et l'idée que ce soit forcément
phallocentré. Le désir me semble extrêmement étrange. Et puis, non, en fait, le pénis en érection, je pense, n'est pas du tout un sujet pour moi. Même s'il y a de la pénétration dans maison close. Alors, il y a aussi... C'est une vraie question de mec, ça, Damien. Oui, bien sûr. De temps en temps, j'en pose aussi des questions de mec. Alors, justement, il y a une femme, celle qui avait... Je me souviens plus de son nom, spécialiste du cinéma américaine, qui a écrit Screening Sex. Et je me souviens l'avoir interviewée il y a une vingtaine d'années, justement, sur la différence entre pornographie et érotisme. Et elle m'avait dit, c'est la lumière. Et en fait, je me rends compte que effectivement, dans Maison Close, d'ailleurs, ce que tu utilises, alors moi je suis nul en peinture, donc j'aime dessiner, mais je suis nul en peinture. Je ne sais pas si on dit aquarelle ou on dit... c'est de l'aquarelle. C'est aquarelle, voilà, bon, j'ai eu bon déjà. L'aquarelle fait qu'il y a un peu ce mélange, il y a un peu ce nuancier, ce flou. On n'est pas dans le sfumato, mais on est quand même dans une sorte de flou que tu entretiens où les choses se mélangent. Alors effectivement, c'est le domaine du rêve, tu vas me dire les fantasmes, l'imaginaire. Non, d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu vas me dire. Pourquoi tu aimes utiliser l'aquarelle pour ça, pour la représentation de l'érotisme ? Déjà, c'est une matière vivante. C'est l'eau, donc on ne sait pas forcément, on ne peut pas complètement contrôler où elle va, ce qui me semble assez proche d'une logique de fantasme. Les pigments vont s'accumuler quelque part et pas forcément ailleurs. Il y a plein d'erreurs, il y a plein de maladresses dans l'aquarelle, comme il y en a dans la sexualité. Donc effectivement, c'est par défaut un médium qui est trouble. Et ensuite, moi, de toute façon, j'ai un fantasme qui, à mon avis, est très partagé, qui est de dissolution des limites du corps, finalement. Le fait qu'on puisse s'emboîter au point de se fondre fait partie des choses que je trouve hyper désirables, parce que peut-être que c'est ce que je ressens quand je fais l'amour, où d'un seul coup, on ne sait plus trop où l'autre commence, où l'autre s'arrête. Et c'est chouette de jouer un petit peu avec les limites de notre corps, parce que moi, je suis un peu claustrophobe. Et des fois, juste être moi, ça me saoule. En plus, ça fait longtemps que je suis moi, ça fait 47 ans et tout. Et le sexe me permet de m'extraire de ça. Donc, j'ai choisi un moyen de le représenter qui me permet de me projeter dans un monde où, justement, je serais un peu plus ou un peu moins que moi-même. Et donc, d'une certaine façon, c'est un bel hommage à l'imperfection. Il faut arrêter de chercher la perfection. Ah ouais. Ça, c'est vraiment hyper important dans mes règles de vie. Je veux pas d'une vie parfaite du tout. Parce qu'une fois encore, je veux une vie vaste. Et en fait, dans une vie complète, il va falloir multiplier les expériences, et ça veut dire multiplier aussi les choses qui vont mal se passer. Mais après, voilà, moi, je suis très à l'aise face au fiasco, aux trucs qui foirent, aux machins qui grattent. J'adore. Je crois que c'est Dali qui avait dit, d'ailleurs, tu le citais tout à l'heure, qui avait dit n'ayez pas peur de la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Oui. Ça décomplexe, quoi. Voilà. Non, faites de votre mieux, faites-vous plaisir, amusez-vous. Ouais. Mais comme je dis souvent en consultation, personne à la sortie va vous débriefer pour savoir comment ça s'est passé. Votre mère, votre père ne va pas vous téléphoner pour savoir quelle est la note sur 10. Si ça s'est raté, entre guillemets, tant mieux. C'est que vous avez essayé des choses, c'est que vous avez exploré. Ouais, puis amusez-vous. Même la honte. Par rapport aux actes ratés, aux phrases qu'on n'aurait pas dû dire, elle est intéressante à explorer. Puis on se met dans des étapes pas possibles pendant 3 jours, 5 jours, 10 jours. Et à un moment, on se retourne et on se dit ah, mais il n'y a plus de honte, c'est parti en fait. Et peut-être que même qu'en termes de santé mentale, toutes ces petites émotions abrasives qu'on va ressentir quand les choses ne sont pas parfaites font de nous un galet un petit peu plus lisse, et font de nous aussi un galet un peu moins poreux. Donc on s'habitue à l'inconfort et on le tolère mieux. Oui, le plaisir justement dans l'exploration des limites, de ce qui pourrait nous plaire, pas nous plaire. Il y a toujours une différence, évidemment, entre ce qu'on imagine, alors là on est dans le monde des fantasmes, effectivement, entre ce qu'on imagine et la réalité, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est ce qui permet soit de nourrir mieux la réalité, soit au contraire, à travers la réalité, d'alimenter des fantasmes. Mais dans la sexualité, on est quand même très encouragé à justement n'être que dans cette fameuse zone de confort. Alors que je pense que parmi mes plus chouettes expériences sexuelles de ma vie, souvent, c'était parce que je m'étais dit, allez, on essaye quand même. Et personnellement, ma règle de vie, c'est au pire, ça rate. Oui. À marquer pour mon épitaphe sur ma tombe. Voilà,
pas bon, au pire, ça rate. Au pire, ça rate. On le note. Et voilà, je vous recommande de faire plein de choses et de vous dire qu'au pire, ça rate. Oui. Oui, c'est vrai que après tout, c'est ton expression à toi, enfin ton expression, je parle artistique, tu t'exprimes, là aussi tu te mets à nu. Alors, je parlais même pas de se mettre à nu dans le métier d'artiste au niveau de ses fantasmes les plus intimes, mais en tout cas de montrer ce qu'on fait et là aussi d'être exposé au jugement, au regard de l'autre. Finalement, c'est presque plus intime de montrer ses œuvres d'art, peut-être même de chanter pour ceux qui n'osent pas chanter, bref, de faire quelle que soit l'activité qu'on fait, à partir du moment où on a conscience qu'on ne sera pas parfait, on s'expose là aussi au jugement, aux critiques, au regard. Est-ce que pour autant il faut s'en priver ? Non. Effectivement, pour une femme, c'est un peu compliqué au niveau du désir spécifiquement, parce que dès qu'une femme désire, dès qu'une femme fait l'amour avec plus d'une personne, 1,2 dans sa vie, elle s'expose à avoir une mauvaise réputation, à être traitée de tous les noms. Alors, personnellement, évidemment, en faisant le métier que je fais, moi, je risque rien, en fait. Oui. Donc, je peux aussi me permettre de rendre publique ma maison close, dans la mesure où je suis sans doute parmi les 5 personnes en France à qui on ne le reprochera pas. Donc, si les gens veulent juger ce que ça, ils c'est ont pour la le tête, sexe, mais c'est pas pour l'art. L'art, par contre, tu t'exposes comme tous les artistes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on dit s'exposer, c'est plus pas simple. par Tu sais, hasard. en fait, la plupart des gens ne savent pas du tout dessiner et ils ont l'impression que tout est très difficile à faire. Donc, on est aussi très validé par rapport à l'écriture que tout le monde, à part peut-être, je sais pas, 10-12% de personnes qui ont vraiment des difficultés avec l'écriture, on a tous appris à écrire, donc on se juge assez sévèrement. Sur le dessin, on est quand même dans un univers bienveillant entre artistes et ultra, ultra, ultra admiratif de la part des personnes qui ne le sont pas. Donc moi, j'ai l'impression de ne pas prendre de risque du tout, à part éventuellement de déplaire aux quelques personnes qui existent et qui pensent qu'une femme qui regarde le corps des hommes et qui représente le corps des hommes, c'est mal. Généralement, l'argumentaire s'arrête là, c'est mal. Je voudrais terminer sur les couleurs que tu utilises dans le livre et la couleur des émotions. Finalement, quelle couleur t'as voulu donner à tes émotions érotiques à travers ce livre ? Rouge. Il n'y a pas que du rouge dans le livre. Non, il n'y a pas que. Tu l'as pas édité en rouge. Bon, l'éditeur, évidemment, alors l'éditeur, excuse-moi, c'est qui l'éditeur ? C'est Anne Carrière. Quand on fait de la peinture, on aime toutes les couleurs. Donc moi, j'aime toutes les couleurs. Mais alors, je ne sais pas si tu parlais d'une couleur réelle ou d'une couleur métaphorique dans ta question. Donne ta réponse. Donc le rouge, voilà, comme tu le sais, symbole de sang, de chair, de sexe, de désir, de feu, qui me semble quand même correspondre plutôt bien à ce que j'essaie de raconter. Et puis sur une couleur métaphorique, la loufoquerie. Parce que ma maison close, elle est pleine d'humour. Et des fois, en essayant d'inventer les conditions optimales du désir pour moi, ce qui est vraiment ce que j'essaye de faire dans la maison close. Qu'est-ce qui pourrait très bien se passer dans la sexualité ? Comment est-ce que ça pourrait être encore mieux ? Et ben en fait, on réinvente un peu le lit, on réinvente un peu les loupiottes, on réinvente un petit peu le corps des partenaires. Et des fois, ça produit des choses qui sont assez bancales, assez étranges. J'ai inventé plein de types de canapés, par exemple, pour faire l'amour. Je suis assez fière de mes canapes. Qu'on trouvera peut-être un jour, d'ailleurs, sur un plateau de télé, un canapé qui a été dessiné par Maya. Je rêve qu'un club libertin ou un hôtel pour faire l'amour me contacte pour que je fasse le design. Designer érotique, faire des chambres d'hôtel designées par moi pour faire l'amour. Et en fait... c'est terrible, hein, mais en fait, il faut enlever le lit tel qu'on le connaît, enlever l'éclairage tel qu'on le connaît, changer la température, changer les bruits. Moi, je changerais tout. Laissez-moi faire. L'appel est lancé. Merci Maya d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis donc j'invite tout le monde évidemment à acheter ton livre, à l'offrir aussi parce que c'est vraiment un beau cadeau à faire. Ça n'est pas un livre agressif. Voilà, c'est un livre. C'est sûr. Non mais quand on parle de sexe, souvent on n'est pas loin de l'agression. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Hein. Non, c'est pas un livre noir. C'est pas un livre. C'est vraiment un livre pour moi à mettre entre toutes les mains parce que vraiment ça glorifie la beauté de la sexualité, la beauté du sexe, de la relation, des échanges. Peut-on terminer là-dessus ? C'est toi qui vas terminer d'ailleurs. Un petit truc. Je te laisse ta conclusion. Alors très bien, je conclue. Super. Au tout début du livre Maison close, je fais le plan architectural de ce à quoi ressemblerait ma maison close et c'est une spirale qui s'élargit vers le haut parce que j'estime que la sexualité nous élève et que le désir nous élève et je vous souhaite, en construisant votre propre maison close, de trouver une sexualité qui vous élève. Merci Maya. Merci Damien.